Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savoir Regarde. L'émission est en direct, merci pour votre fidélité. On parle ce soir de François Hollande, loin de la France, qui signe des contrats mirobolants. On va en parler longuement avec les pays du Golfe. Dernier contrat, et pas des moindres, 6 milliards d'euros avec le Qatar, 24 Rafales. Et puis aujourd'hui, le chef de l'État est reçu, accueilli. C'est la première fois d'ailleurs qu'un président occidental est accueilli en Arabie Saoudite au sein de ce Conseil de coopération des pays du Golfe. C'est pas rien, on y reviendra dans quelques instants. Marque de confiance, symbole, peut-être un message envoyé aux États-Unis, à Barack Obama. On en parlera avec nos invités. L'Arabie Saoudite peut être un peu déçue des relations qu'entretient les États-Unis avec l'Iran. On en parlera de l'Iran parce que c'est évidemment, ils sont la clé peut-être de ce dossier. Et d'ailleurs pas exclu que cette visite en Arabie Saoudite puisse rapporter d'autres contrats. C'est ce que dit Laurent Fabius ce soir. D'autres contrats civils cette fois-ci. La France retrouve le sourire. Évidemment, c'est bon pour les finances. On fait le point ce soir sur les contrats. Mais au-delà des contrats, il y a évidemment des questions importantes. On va essayer de décrypter la politique étrangère de la France avec les pays du Golfe. Certains ténors politiques, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était Bruno Le Maire qui avait demandé ici une mission parlementaire pour faire le lien entre le Qatar et les mouvements djihadistes, les mouvements terroristes. On parlera du Qatar, évidemment, et que cachent ces contrats, parce qu'à peine le contrat signé, déjà on parlait de contrepartie avec des lignes à Nice pour la compagnie Qatar Airways. On va en parler ce soir, évidemment. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD.fr qui est notre partenaire. Et puis #CVR, vous êtes évidemment les bienvenus pour tweeter. Et je m'excuse pour tous ceux qui ont tweeté hier soir. La machine ne fonctionnait pas, mais je sais que vous avez beaucoup tweeté. Et je vous en remercie. Puis n'oubliez pas notre page Facebook. 4 invités sont avec moi. Gwendal Rouillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Morbihan, secrétaire de la commission de la Défense. Vous suiviez de près ces dossiers. Vous étiez au Liban il y a encore quelques jours, en Jordanie. Vous connaissez bien le dossier du Moyen-Orient et vous êtes un proche, je le rappelle, de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Merci d'être avec nous. Ce soir, Nathalie Goulet est sur notre plateau, sénatrice UDI de l'Orne. Vous avez été la présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre les filières djihadistes. Merci, vous avez fait un communiqué justement pour vous féliciter de ces ventes d'avions Rafale. Merci d'être avec nous. Et puis Bernard Guetta est sur le plateau, journaliste chroniqueur chez nos confrères de France Inter et à Libération. Vous avez d'ailleurs plus à Libération, bah voilà, mais vous l'avez été en tout cas, je vous ai lu dans Libération. J'ai lu votre tribune, enfin j'ai écouté votre tribune sur Inter, vous évoquiez cette question des contrats avec le Qatar, et puis ce livre, Comment je suis devenu européen, ça c'est au Seuil, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau. Et puis avec nous, Olivier Dallage, bonsoir. Vous êtes journaliste à RFI, spécialiste alors de la péninsule arabique, et vous avez été, alors il y a longtemps, mais correspondant à Bahreïn, vous suivez ce dossier de très près, co-auteur de Qatar, le nouveau maître du monde, livre collectif avec des journalistes, notamment Maître du jeu, avec notamment Renaud Lecadre, Maître du jeu. On voit d'ailleurs la couverture de votre livre. Merci à vous quatre. D'abord, regardez le sujet de Katia Guilder pour s'intéresser au contrat, aux Rafales, parce qu'évidemment, ça redonne le sourire. La France vend des Rafales depuis plusieurs semaines maintenant, et dernier contrat, 6 milliards au Qatar. Katia Guilder nous explique tout. Regardez. Un bon de commande de plus pour la France. Un pari réussi pour son président qui assiste au second plan, aux côtés de l'émir du Qatar, à la signature du contrat. Paris vend 24 Rafales à Doha. À la clé, 6,3 milliards d'euros et une option sur 12 appareils supplémentaires pour Dassault Aviation. François Hollande, comme un VRP un peu particulier qui récolte le fruit d'intenses négociations en coulisses. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. À l'évidence, l'entreprise, les entreprises qui ont proposé les meilleures conditions à notre partenaire, mais également le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian lui-même s'étant rendu plusieurs fois ici au Qatar, et notre diplomatie a été particulièrement active. Un contrat ferme, mais beaucoup de questions sans réponse. À quel prix Paris a-t-il vendu ses Rafales? Des contreparties ont-elles été accordées au Qatar? Selon certaines sources, la France aurait ouvert ses lignes de Nice et Lyon à la compagnie aérienne Qatar Airways, un marchandage que le chef de l'État a démenti avec un certain embarras. Il n'y a pas de contrepartie. Il y a des discussions qui sont engagées dans d'autres domaines, avec le Qatar, avec d'autres pays pour l'attribution de lignes aériennes, mais ce contrat n'a pas fait l'objet de négociations sur d'autres sujets que l'avion Rafale et des matériels qui doivent l'équiper. Cette période dorée se poursuivra-t-elle pour la France? François Hollande, lui, poursuit son chemin et les déplacements. Plus de 150 voyages depuis son élection.
Le président VRP de luxe, à l'aise en son domaine réservé, militaire et diplomatique. Il se targue d'avoir fait vendre en moins de 4 mois près de 100 Rafales à 3 pays différents et plus encore peut-être à l'avenir. Depuis son premier engagement en Afghanistan en 2007, l'avion que l'on disait maudit a fait ses preuves sur les théâtres extérieurs, devenant plus que jamais fleuron de l'aviation militaire française. Voilà, le débat a commencé déjà avec ce sujet de Katia Gilder. Gwendal Rouillard, je vois que vous avez le sourire quand la France signe des Rafales. On se souvient des reportages, des sujets. La France a un très bel avion, il n'arrive pas à en vendre. C'était vrai sous Nicolas Sarkozy. François Hollande réussit à les vendre, ces avions. Vous avez le sourire ce soir. Eh oui, le Rafale est un beau produit. Et la France et son industrie de défense viennent de gagner. Alors soyons heureux puisque nous bataillons pour la relance de notre industrie. Les milliards sont là, les contrats s'accumulent. Même si les contrats ne sont pas une fin en soi, ils servent un objectif, l'objectif de la politique étrangère de la France, en particulier dans cette région du monde. Vous en pensez quoi, Nathalie Goulet? Vous êtes sénatrice UDI, vous présidez le groupe d'amitié des pays du Golfe, donc oui. C'est un sujet, un territoire que vous connaissez bien vous aussi, mais vous avez le sourire, je dirais, parce qu'une forme de réel politique, on va rentrer dans la politique étrangère et les rapports avec les pays du Golfe, mais comme ça, sur le plan purement économique, vous avez le sourire. Non, mais attendez, c'est magnifique comme opération. Franchement, on ne va pas bouder son plaisir. Vous avez vu l'état dans lequel est notre industrie. On ne va quand même pas bouder son plaisir, alors que le Rafale est un avion qu'on essaye de vendre et qu'on réussit à vendre maintenant après tant d'efforts. C'est vraiment tout à fait pathétique de voir que des gens s'y opposent. Olivier Dallage, Bernard Guetta, les avions, la France, c'est que c'est un vieux dossier, ces Rafales, parce que Nicolas Sarkozy avait essayé maintes fois de vendre ces avions. J'ai lu qu'il y avait aussi la conjoncture économique qui était plutôt favorable, la parité dollar, euro. Est-ce que de l'euro, bien sûr, ça joue? J'imagine qu'on achète l'avion moins cher. Bah oui, évidemment. Mais vous savez, d'une manière plus générale, ces ventes de Rafale, ces autres contrats d'armement, parce qu'il y en aura d'autres, mais aussi les contrats civils qui se profilent et qui pourraient être très importants avec l'Arabie Saoudite, s'inscrivent dans une évolution politique générale de la région, en ce sens que les États-Unis essayent de diversifier leurs alliances. Leurs alliances étaient uniquement avec l'Arabie Saoudite et le monde sunnite. Ils essayent aujourd'hui, probablement vont-ils la réussir, une ouverture avec l'Iran. Et dans la mesure où les États-Unis diversifient leurs alliances, eh bien le monde sunnite, Arabie Saoudite, Qatar, etc., diversifient leurs alliances avec la France. Et vous verrez un jour que l'Iran, si tout cela marche bien, je veux dire, le réchauffement des relations avec les États-Unis, l'Iran voudra lui aussi diversifier ses alliances et ne pas être dans la seule main des États-Unis. Et à ce moment-là, on verra que la France et d'autres Européens, les Chinois peut-être, en tout cas d'autres étrangers, seront sur les rangs pour les marchés iraniens, parce que plus personne dans la région ne veut dépendre d'une seule puissance. On ne met pas les œufs dans le même panier, exact, comme on dit de manière un peu familière. Olivier Dallage, vous en pensez quoi? On a ce tweet là qui nous dit, pendant qu'on y est, vendons des Rafales à Daesh. Voilà, on met les pieds dans le plat, parce que je l'évoquais tout à l'heure, la relation avec le Qatar, et on a fait plusieurs émissions sur ce plateau complexe. Vous citez d'ailleurs des exemples concrets, au moment où l'opération Serval est engagée, le gouvernement qatari condamne fermement l'opération Serval, c'est repris par Al Jazeera. Il y a quoi? Il y a de la réelle politique dans l'esprit du gouvernement français, comme dans l'esprit de tous les gouvernements. Il faut vendre ces avions. Après tout, c'est l'économie qui est prioritaire. Oui, il n'y a pas que ça. Moi, je repensais à la fin des années 70 et aux années 80. C'est cyclique dans cette région. À l'époque, Carter est à la Maison-Blanche. Les Saoudiens pensent qu'il a laissé tomber le Shah d'Iran. Ils lui en veulent. Le Congrès met des restrictions aux ventes d'armes. Giscard fait une tournée dans le Golfe. Et il y a une pluie de contrats pour la France. La France apparaît comme celui qui, à côté des États-Unis, peut, etc. Aujourd'hui, on a Obama qui, vu du côté saoudien et des pays du Golfe, a laissé tomber Moubarak. On a une politique qui ne leur plaît pas, et on y reviendra. Et la France apparaît encore une fois comme l'autre puissance qui permet de dire « vous n'êtes pas les seuls ». Et dans les deux cas, je pense qu'il y a vraiment une continuité dans cette démarche. Ça vous choque, Nathalie Goulet, cette espèce de lien, et notamment Bruno Le Maire l'avait fait en demandant une mission parlementaire, en disant, attendez, il faut que la France revoie sa politique étrangère en direction et avec le Qatar. C'est un pays qui n'est pas fréquentable, qui pourrait financer des mouvements djihadistes ou des associations ONG, notamment au Mali.
La réelle politique est prioritaire selon vous? Écoutez, sur le financement du terrorisme, il faut être quand même un peu clair. Je rentre de Washington, j'étais au département d'État, je fais un rapport pour l'OTAN sur le financement du terrorisme. Il n'y a pas de preuve avérée de ce que l'État du Qatar soit impliqué dans le terrorisme. À un moment ou à un autre, des États, pour certaines, vous savez très bien que les Américains ont soutenu Ben Laden quand il fallait qu'on lutte contre les Russes en Afghanistan. Vous savez qu'il y a des... Ben Laden n'était pas Ben Laden. Non, c'était pas Ben Laden à l'époque. Voilà. Enfin, c'était les mouvements. Vous savez que l'Orient est compliqué, que parfois des alliances d'un moment créent des monstres qui vous dépassent. Je veux dire, c'est ce qui se passe. Donc je crois qu'il faut être prudent sur les accusations. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, qui était à Paris il y a 15 jours, m'a demandé expressément de monter une mission pour aller vérifier sur place et constater par moi-même. Absolument. Vous avez entamé cette mission? Non, je ne l'ai pas fait, mais il me l'a demandé. Démarré. Je l'ai rencontré et il est tout à fait clair sur la question. Gonzalo Rouillard, cette question elle est posée régulièrement quand on parle du Qatar. On parlera de l'économie ensuite, mais... J'ai rencontré le Premier ministre du Qatar en décembre à Doha. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères à Doha en décembre dernier. Je leur ai posé clairement la question. Et la réponse a été claire. La réponse est non. Sauf à ce qu'on nous mente. Mais je demande à Bruno Le Maire, puisque ça fait plusieurs fois qu'il fait le coup, de sortir les preuves. Deuxièmement, pour répondre au tweet du soir, le premier d'entre eux en tout cas, ce qu'il faut bien rappeler, ça vient d'être dit à juste titre, la France et le Qatar, c'est une relation longue. L'accord de défense date de 1994. Les premiers avions rachetés sont des Mirage F1. Puis le Qatar a acheté des Mirage 2000. Et aujourd'hui, le Qatar achète des Rafales. Donc on s'inscrit bien dans une stratégie politique et diplomatique longue. Avec le Qatar, ça vaut avec l'Arabie Saoudite et ça vaut d'une manière générale pour les pays du Golfe. Alors, donc c'est important de le dire ce soir. Il faut que la France arrête de prendre les miettes diplomatiques des USA. On va en parler parce qu'effectivement ce débat, on parlera de l'Arabie Saoudite parce que François Hollande évidemment est à Riyad pour un autre événement et on va en parler. Mais Bernard Guetta, puis il y avait une sentinelle qui voulait poser une question. Revenons à cette question du financement du terrorisme. Il faut appeler les choses par leur nom et dire les choses. Il n'y aurait aucune raison de les cacher. Aujourd'hui, le Proche-Orient est déchiré par une guerre de religion entre les deux religions de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Dans le cadre de cette guerre, notamment en Syrie, à une époque que je crois révolue, mais à une époque certainement, l'Arabie Saoudite, par le biais de fondations, peut-être pas directement le gouvernement, mais par le biais de fondations, le Qatar probablement non pas a soutenu Daesh, mais a soutenu le mouvement Al-Nosra et d'autres mouvements islamistes plus proches des frères musulmans. Pourquoi? Non pas parce qu'ils veulent propager le terrorisme, parce qu'ils voulaient propager le terrorisme dans le monde, mais parce qu'il s'agissait de soutenir des sunnites contre des chiites. Ça, c'est la grille de lecture qu'il faut avoir. Contre des chiites, que sont les dirigeants syriens. Et puis, à un moment donné, les dirigeants saoudiens et les dirigeants qataris se sont aperçus que Daesh devenait un danger épouvantable pour eux-mêmes et pour la stabilité internationale à laquelle ils sont attachés. Ils ont arrêté ces financements, et aujourd'hui on se trouve dans une configuration complètement nouvelle dans la région. Donc il ne faut pas être simpliste et dire les terroristes, non, c'est pas ça. Il faut voir la réalité, il faut voir la réalité, la dire, et dire que cette réalité est aujourd'hui apparemment révolue. Alors Yvon, une question rapidement s'il vous plaît, vous avez une question sur les Rafales, il y a des sentinelles, c'est des citoyens, ils prennent la parole dans l'émission, voilà, on donne la parole aux citoyens, très court Yvon, je vous salue, je vous remercie. Votre question, je crois que c'est sur les Rafales. Oui, ma question, c'est qu'en fait, le Rafale est un excellent avion, certes, mais il ne peut pas opérer s'il n'a pas un centre de contrôle au sol qui le guide. L'Égypte, dans son contrat, a acheté une frégate qui a des capacités de conduite de la chasse. Et le Qatar, à ma connaissance, n'a aucun moyen de conduite de la chasse. Il y aura un problème. L'Arabie Saoudite aussi, les bateaux qu'on lui a fournis ne sont pas des frégates antiaériennes. Donc il y a des problèmes techniques à régler, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler tous les problèmes d'action des Rafales dans ces zones-là si ils n'ont pas les moyens de contrôle au sol. Ça, c'est un point technique qui est important. Vous êtes d'accord, Gonzalo Rouillard, parce que la question de défense vous intéresse de près. C'est vrai, ça, il faut qu'il y ait un lien entre le... Comme député de Lorient, je suis ravi qu'on parle des frégates. Vous imaginez bien. D'ailleurs, les discussions ont cours en ce moment au Qatar, puisque une fois les Rafales signés, nous avons des discussions actuellement avec le gouvernement qatari sur des frégates. Mais plus globalement, ce qui est intéressant, me semble-t-il, de dire ce soir,
lors du dernier sommet de la Ligue arabe. Les 21 chefs d'État ont pris la décision de constituer une force militaire arabe, inspirée d'ailleurs des décisions prises dans les années 80 avec plus ou moins de succès. Et cette force militaire arabe, c'est l'enjeu numéro un. On l'a vérifié avec Jean-Yves Le Drian ces derniers jours en Jordanie, en particulier avec le roi Abdallah. Pour ces pays-là, c'est un enjeu considérable de se doter d'un outil militaire qui puisse leur permettre d'asseoir leur assise politique et sécuritaire. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que les partenariats que nous nouons avec ces pays, c'est pas seulement des contrats pour des contrats, c'est participer à construire une cohérence capacitaire pour permettre à ces pays d'avoir une force militaire arabe conjointe. Avec voilà le débat le chantier du Yémen, qui est devant ces pays et devant nous. On va parler de l'Arabie Saoudite. Le Yémen n'est pas invité à cette conférence. Un petit mot, Olivier Dallage, un petit mot, et Nathalie Goulet. Vous vouliez intervenir, vous n'étiez pas d'accord, vous faisiez une petite moue. Oui, j'exprime un certain scepticisme. Quand vous prenez les 6 monarchies du Conseil de coopération du Golfe, elles ont décidé, fin 90, de se doter d'une armée commune. Une mission avait été confiée au sultan d'Oman, qui a fait le tour de ses 5 partenaires, et il a vite découvert que, en fait, les Saoudiens n'en voulaient pas. Et exit la force commune. Je pense qu'au niveau arabe, on va assez rapidement se rendre compte que les problèmes d'intégration sont à peu près comparables. Alors néanmoins, ce que je me permets de livrer à la réflexion, mais vous le savez, c'est que d'abord le président égyptien est particulièrement moteur en la matière, c'est un élément important me semble-t-il, et deuxièmement le fait qu'on ait un renversement d'alliance, pour parler clair, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui désormais jouent ensemble, c'est un élément, me semble-t-il, qui peut participer à ces dynamiques. Je reste très prudent, parce que comme vous, je suis lucide sur les amitiés arabes qui parfois n'en sont pas. Et les faits parlent d'eux-mêmes, mais en tout cas, je trouve que pour nous, c'est un élément intéressant à regarder. Arabie Saoudite, Qatar, ça n'a pas toujours été facile, la relation de ces deux pays. Ça a été très difficile à l'époque. Voilà. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le Qatar soutenait les frères musulmans, exactement, alors que l'Arabie Saoudite soutenait non pas des djihadistes, mais des mouvements beaucoup plus intégristes d'un point de vue religieux, mais pas des djihadistes. C'est encore différent. On a ce petit tweet, c'est quand même triste de voir que la seule industrie française, FR, qui réussit soit l'industrie de l'armement. Faut-il se réjouir? C'est bon, voilà, c'est un citoyen qui dit qu'on pourrait peut-être... C'est au service de la paix, il faut le rappeler. Au service de la paix. Nathalie Goulet, avant d'entendre notre autre sentinelle, on va parler de l'Arabie Saoudite. Le Qatar, vous soulevez voilà, toute ambiguïté sur cette question, parce que les Français, les chercheurs indiquent que les ONG pourraient avoir été financées par le Qatar. Écoutez, je lis dans le livre là qu'effectivement le gouvernement s'est totalement désolidarisé de l'intervention Serval. Écoutez, on en a parlé tout à l'heure, je crois qu'on va pas revenir 10 fois sur la question. C'est pas parce que le Qatar achète beaucoup de choses en France et parce qu'il est visible qu'il est forcément soutien du terrorisme. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a eu des difficultés, on en a parlé. Moi, je voudrais quand même ajouter, vous parlez de l'Arabie Saoudite, mais moi je pense que ce qui est très, très important aujourd'hui, c'est le Conseil de coopération qui se tient à Riyad. Il aurait pu se tenir ailleurs. On va y venir. Il aurait pu se tenir ailleurs. Mais il faut quand même pas oublier que la France a quand même commis quelque chose d'extrêmement important et qui a beaucoup dérangé à l'époque. C'est quand même la base militaire d'Abu Dhabi, qui a quand même été un événement... Sur laquelle vous avez fait un rapport d'ailleurs. Oui, j'étais un rapporteur. Qui est quand même un événement dans la configuration du positionnement français dans le Golfe Persique. Un événement positif à absolument. Tout à fait. Absolument. Et qui permet des prépositionnements qui d'ailleurs nous ont rendu service par ailleurs depuis. Bon. Donc si vous voulez, cette stratégie globale et puis les pays du Golfe. Et moi je trouve que c'est quand même un sujet sur lequel on s'arrête pas, on s'arrête au financement, n'ont aucune espèce de souveraineté en matière de défense. Ils sont toujours entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire, quand vous parlez d'autonomie, vous avez eu cette initiative d'Istanbul. Ils sont bien armés pourtant, hein, quand on regarde les armements achetés. Vous comprenez que pour des pays comme la France qui aiment la souveraineté, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de voir qu'avec cette richesse, ce pouvoir et ce PIB dépensé en armement qui est au moins de 30%. 39 si j'ai bien lu, et un 8 pour l'Iran. Il n'y a pas une once de souveraineté. Et quand l'OTAN leur a proposé... Paradoxal d'ailleurs. Hein. L'OTAN leur a proposé l'initiative d'Istanbul pour augmenter le parapluie, l'Arabie Saoudite et Oman n'ont pas voulu y adhérer. Donc si vous voulez, il y a quand même tout un contexte local qui est absolument extraordinaire et inédit dans ce qui se passe aujourd'hui. Avant de passer à l'Arabie Saoudite, parce que c'est un autre événement majeur, parce qu'il y a les contrats signés Rafale, on vient de l'évoquer, on n'y revient pas, mais il y a l'Arabie Saoudite où le président était accueilli. Il y a un double jeu comme ça de ces pays, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, pour essayer de décrypter ceux qui regardent l'émission ce soir, dans leur rapport comme ça à l'Occident, dans leur rapport au conflit et aux questions de l'islamisation. Oui et non. C'est normal qu'on pose la question comme ça, mais on ne peut pas y répondre si on la pose comme ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture.
Déjà, pour la critique du Qatar vis-à-vis de l'opération Serval, le Brésil aussi a critiqué Serval. Ça n'en fait pas un soutien du terrorisme. Bon. Et très souvent, ces pays ont besoin de se rassurer, pas très souvent, tout le temps, et que l'Occident prenne en charge sa défense. Quand, en décembre 90, le Conseil de coopération du Golfe s'est réuni en sommet, je rappelle le contexte, invasion du Koweït, on est à quelques semaines de l'attaque, etc. De quoi ils parlent? Des bisbilles entre le Qatar et Bahreïn, parce que c'est plus leur problème, c'est traité par les Américains et leurs alliés. De la même façon, en 83, Tarek Aziz, quand il vient à Paris, réussit à convaincre Claude Chesson et Ernu de prêter des super-étendards. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? À l'instigation des pays du Golfe, la France a accepté. Et qu'est-ce que font les pays du Golfe? Ils se précipitent à Téhéran pour dire « mais nous, on a de bonnes relations avec vous ». Donc on a en permanence ce double niveau d'interprétation des choses. Il est très important pour eux d'être protégés par les Occidentaux. Et ils savent qu'ils sont aux premières loges si quelque chose va mal. C'est très complexe. Ismaël, je donne la parole à Tali Goulet et ce tweet. Je suis artisan et je ne mélange pas chiffre d'affaires. Il faudrait une réponse qui est intéressante. Et je ne mélange pas chiffre d'affaires et résultats malgré ces milliards. Y a-t-il à la fin un bénéfice? Parce que fait qu'on parle beaucoup de milliards qui rentrent, il faut les fabriquer, ces avions. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Il y a 96 avions, hein, et peut-être qu'il y aurait... Ça m'étonnerait que Dassault vende à perte. Ils ne vont pas à perte. Non, mais il y a je ne sais pas, ça m'étonnerait a priori. Mais... Il y a un côté prestigieux. Gwendal Rouillard, c'est une vraie question. Et un artisan qui dit, voilà, il y a chiffre d'affaires, il y a résultat. On gagne de l'argent vraiment. L'emploi, je déduis que c'est des cotisations sociales. C'est du chômage en moins à payer. Et puis, par ailleurs, disons-le clairement, ça permet la transmission des compétences et des savoir-faire. C'était ça, un des enjeux, de maintenir la chaîne de production Rafale en France, dans le contexte budgétaire de la loi de programmation militaire qu'on sait compliqué les uns les autres. Et puis ces contrats sont une formidable publicité pour d'autres contrats à venir dans d'autres pays. Il y a une dynamique vertueuse. Évidemment qu'il y a une dynamique vertueuse des ventes de Rafale. On le voit bien depuis quelques mois. Quelques mois seulement. On ne vendait pas un seul exemplaire de cet avion à l'étranger et brusquement, on en est à près d'une centaine et à mon avis, ce n'est pas terminé. Ça peut encore... Et pas seulement dans la région. Et pas seulement dans la région. Il y a encore une option, disait Katia Gilter, de 12 autres avions, je crois. Et puis il y a des discussions aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Et puis surtout pour revenir à... Discussion très avancée. Mais ce qu'il faut surtout dire, restons humbles. C'est le contexte sécuritaire dans la région qui est la première explication de tout ça. Voilà, vous l'avez dit évidemment, vous-même. Bien sûr que la préoccupation est telle chez nos partenaires par rapport à leur sécurité, pour ne pas dire leur survie, c'est vécu comme tel sur place. C'est bien évidemment la première explication. Et ça permet de rester humble face à ces événements. Alors, Ismaël, et on parle de l'Arabie Saoudite parce qu'on a un petit son à vous faire entendre de François Hollande à Riyad. Et quelques images, évidemment, c'est des images historiques, j'allais dire, parce que c'est la première fois qu'un président occidental est invité dans cette réunion, hors le président iranien. Ismaël, dites-nous. Marocain et égyptien. Alors très rapidement, j'ai l'impression que quand on parle de financement justement du terrorisme, j'ai un petit peu l'impression qu'on oublie un petit chapitre, à savoir aussi la participation de l'Occident dans ce financement, puisque bien évidemment on a entendu parler récemment du fait que des armes françaises étaient présentes sur place, donc il serait peut-être bien aussi que les experts fassent la lumière sur la participation ou non de l'Occident dans le financement du terrorisme. Et enfin, deuxième chose, et je terminerai avec un petit message concernant notre collègue député du Morbihan. Je voudrais simplement vous dire, puisque ça m'aurait fait mal honnêtement de ne pas en parler ce soir, qu'alors que 70% de vos compatriotes étaient contre ce texte que vous avez voté aujourd'hui, eh bien vous l'avez voté, c'est un texte scandaleux, et bien évidemment vous creusez une fois de plus, et c'est dommage, l'écart entre vos concitoyens et la classe dirigeante. Attendez Ismaël, qu'on soit précis, là on fait un débat ce soir sur la politique étrangère, vous parlez de la loi renseignement qui a été votée cet après-midi à l'Assemblée, on est bien d'accord? Voilà, effectivement, mais justement, je disais que ça me paraissait lié. D'accord, bon, enfin vous en avez profité, comme ça vous aviez... J'assume. Voilà, vous avez l'antenne, vous en avez profité. Vous en pensez quoi? Juste pour clore ce débat terroriste, parce que ça sera dans le débat. L'Occident, à sa manière, nous dit Ismaël, finance ou par des armes. Moi, ce que je vous propose sur le financement, je viens de finir un rapport extrêmement étayé. C'est de le lire. Je rentre de Washington. Non, je vous propose qu'on fasse une émission uniquement sur ça, parce que c'est un vrai sujet. Non, mais est-ce que le point de vue d'un citoyen qui n'a pas l'information que vous avez est judicieux, il est légitime qu'il se pose cette question, ou vous pouvez le rassurer, lui dire mais attendez, vous faites fausse route, c'est pas vrai. Sur les armes, à partir du moment où l'Arabie Saoudite achète 3 milliards d'armes pour les livrer à l'armée libanaise, et que demain matin on ne sait pas forcément où on va les trouver, s'il y a des armes françaises qui se promènent, on ne sait pas forcément non plus où ça va se passer, mais je pense que l'Occident ne finance pas le terrorisme. Gwendal Rouillard, le dossier libanais, vous le connaissez, parce que cette livraison d'armes, elle a eu lieu il y a quelques jours. Oui, j'ai accompagné Jean-Yves Le Drian pour la première livraison de 48 missiles Milan, pour être précis. Je rappelle que c'est un contrat financé par l'Arabie Saoudite, 2,2 milliards d'euros.
Ce contrat va s'étaler sur 4 à 5 ans. Un des moyens de contrôle, c'est le fait d'avoir des militaires français qui arrivent à Beyrouth et au Liban dès ce mois de mai pour participer à la formation des forces armées libanaises. Et de cette manière, on est censé bien contrôler les armes. Je ne peux pas laisser dire, comme ça a été dit par notre citoyen, que les armes françaises circulent ci et là. Il faut être précis quand on balance, si je puis dire, ce genre d'assertion. La France arme actuellement les militaires kurdes à la demande des autorités irakiennes et kurdes. C'est clair, c'est transparent, c'est assumé. Et par ailleurs, on a un volet formation avec des militaires présents au Kurdistan comme à Bagdad. Voilà, donc il faut être précis quand on balance ce genre de choses. C'est une réponse aux citoyens. Voilà. Merci Gwendal Rouillard. Merci. Voilà. Oui, voilà, c'est une réponse parce que c'est le citoyen et l'élu. Voilà, vous échangez. C'est aussi l'intérêt de l'émission. Et si vous voulez, monsieur, que je sois encore plus clair, la réponse tient en 3 lettres. Non. Évidemment que les Occidentaux ne financent ni Daesh ni Al-Qaïda. Bon, voilà, c'est une réponse. Non, mais vous faites une dénégation de la tête, mais vous vous trompez. Alors, non, évidemment pas. C'est évident. Ah, c'est évident. Ah bon? Et dans quel but? Mais vous voyez, simplement, pour clôturer là-dessus, on m'a demandé d'être précis. Simplement, on sait qu'à un moment, on a armé des rebelles, il faut l'avouer, on a armé des rebelles. Et on sait pertinemment que ces armes, à un moment ou à un autre, rebelles, en Syrie notamment, en Libye, vous savez très bien que ces armes-là se retournent contre nous, donc il faut arrêter l'hypocrisie sur ce sujet. De quoi vous parlez, monsieur? Bon, alors, Ismaël, je pense que vous allez vous revoir, peut-être par mail, parce que grâce aux moyens Internet, vous allez pouvoir... J'attends les preuves. Et les preuves vous demandent Gwendal Rouillard. Peut-être allez-vous les apporter. C'est sérieux, il ne faut pas plaisanter avec ça. Non, mais on plaisante pas. Et c'est un sujet qui parfois revient dans le débat. On l'entend, il n'y a pas qu'Ismaël qui le dit. Il y a des problèmes de financement, par exemple les rançons. Est-ce que si des citoyens sont kidnappés, des salariés des grandes entreprises, et que ça contribue, oui. Ça c'est autre chose. Oui. Mais c'est pas les histoires d'armes. Et ça c'est un problème qui a été évoqué, le trafic d'œuvres d'art, etc. Je veux dire, si on rentre dans les problèmes de financement. Mais pas les armes. Là on parle d'armes et c'est sérieux et c'est trop sérieux. Vous êtes tellement sérieux que vous n'avez rien dit, Olivier Delage. Il y a peut-être un point sur lequel il a raison, mais ce n'est pas sur le plan financier. C'est quand les pays occidentaux soutiennent des régimes autoritaires, qui dans bien des cas sont des dictatures, pendant des dizaines d'années, ça génère une opposition violente qui peut verser dans le terrorisme. Et de ce point de vue-là, je pense que les États... c'est un effet indirect. C'est un effet indirect. Les États occidentaux ne sont pas totalement immunisés contre une responsabilité dans le développement du terrorisme. Alors regardez ces images, parce qu'on part en Arabie Saoudite, c'est une grande tournée du président Hollande, il engrange les contrats, on vient longuement de l'évoquer, reçus par le roi Salman à Riyad. Une première, je disais, pour un président occidental, parce qu'il y a eu d'autres présidents qui ont participé, mais jamais comme invité d'honneur. On découvre le président et le roi Salman. Un symbole, évidemment, et peut-être une manière pour l'Arabie Saoudite d'envoyer un message aux Américains. Écoutez ce qu'a dit François Hollande et on va en débattre juste après pour décrypter le discours présidentiel. Écoutez-le. Aujourd'hui, la France soutient l'opération Tempête décisive. Désormais, restaurer l'espoir parce qu'il s'agit d'assurer la stabilité du Yémen et vous savez que vous pouvez compter sur la France. Et je viens ici réaffirmer l'engagement de la France d'être à vos côtés. Parce qu'en étant à vos côtés, elle se comporte en amie, en allié, mais également en gardien bienveillant de ses propres intérêts. Donc la France, une sorte de pilier central, là on voit le président français devenir un acteur incontournable, la sécurité des pays du Golfe, soutenant l'opération contre le Yémen et laissant les Américains de côté. On l'évoquait au début du débat, mais là c'est une espèce de sentiment... Laissant les Américains de côté dans l'affaire du Yémen, les Américains soutiennent très clairement et très concrètement l'offensive des pays sunnites contre la révolte des Houthis, c'est-à-dire des chiites du Yémen soutenus par l'Iran. Vous voyez qu'on retrouve la clé absolument... Non, mais c'est très simple en vérité. Voilà, entièrement. On retrouve la clé absolument. Non. On n'est pas dans cette grille de lecture. Si. Les Saoudiens sont dans cette grille de lecture. Un peu d'histoire. Au début des années 60, les républicains, les militaires républicains renversent la dynastie zaïdite au pouvoir depuis 1000 ans. Les zaïdites représentent 35% de la population yéménite. Ce sont les mêmes qu'aujourd'hui les Saoudiens appellent les chiites. Mais à l'époque, la monarchie saoudienne soutient les zaïdites. Le président Ali Abdallah Saleh, qui faisait la guerre aux Houthis, qui aujourd'hui est leur allié, est lui aussi un zaïdite. Je veux dire, ne rentrons pas dans cette complication. Alors, c'est quoi la grille de lecture qu'il faut avoir pour comprendre ce qui se passe? C'est cette volonté de s'armer contre la grille de lecture, c'est que les Saoudiens, considèrent qu'ils sont encerclés par l'Iran.
2, que le Yémen est une affaire de politique intérieure. Vous n'êtes pas loin de Bernard Guetta. 2, que le Yémen est une affaire de politique intérieure. Oui. Et la raison pour laquelle les Français et les Américains soutiennent l'Arabie Saoudite dans l'affaire yéménite, alors que je suis convaincu qu'ils ne sont pas persuadés par les arguments saoudiens, c'est qu'il faut les garder à bord pour l'opération contre Daesh. J'allais évoquer, parce qu'on ne parle pas de la Syrie, on n'a pas encore parlé de Bachar, et on n'a pas parlé très peu de Daesh, hormis sur les questions de terrorisme. Nathalie Goulet. Alors, le Yémen... L'Iran qui est derrière cette question et la peur de l'Iran. Bon, ça devient totalement irrationnel, on peut comprendre un certain nombre de choses, mais le Yémen, juste un mot, ça fait quand même des années qu'après le départ d'El Saleh, parce qu'il y a quand même une transition démocratique qui s'est faite à peu près convenablement. Arrière-base d'Al-Qaïda. Arrière-base Al-Qaïda, point connu ni de terroristes, parce que sur le World Trade Center, etc., jusqu'à preuve du contraire, il y a plutôt des Yéménites que des Iraniens. Et des camps d'entraînement au Yémen qui servaient à entraîner. Et un cours pour faire de l'arabe en 3 mois fluent à Sanaa, vous pouvez y aller, c'est là que les gens s'entraînent. Ceci étant, ça fait des années, au moins 2 ans, que la conférence des donateurs a promis de l'argent, notamment pour restaurer la sécurité, et que cet argent des pays du Golfe n'a pas été versé non plus, et que le Yémen crie au secours depuis au moins 2 ans, en disant qu'ils ne pourront pas tenir tout seuls face à ces terroristes. Donc si vous voulez, la situation s'est dégradée, donc maintenant on a besoin de cette autorité et de cette action, mais ça fait quand même longtemps que la situation est dégradée au Yémen. Enfin, je pense à votre contrôle. La guerre saoudienne, ils ne peuvent pas la gagner, c'est impossible. Le Yémen, c'est comme l'Afghanistan. C'est un pays qui ne peut pas se gouverner, mais personne ne peut le faire à leur place. C'est le Vietnam du... Donc c'est un bourbier qui s'annonce. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas le pied au Yémen. Ils ne peuvent pas. Vous pensez quoi, Gonzalo Rouillard, cette question du Yémen, de l'Iran qui est derrière, alors sur la grille sunnite-chiite, et on retombe sur le schéma qui est plus... Laissons tomber, si Olivier le préfère, laissons tomber chiites, sunnites. Mais disons tout simplement... clan iranien contre clan saoudien. Oui. Bon, ben voilà. Bon, il se trouve que les haïdites ou les houthis sont quand même légèrement chiites, plus que sunnites. Ça, ils sont plutôt chiites. Sur le plan théologique, ils se rapprochent davantage des sunnites. Mais bon, on est rentré laissons tomber. Sur le plan diplomatique,